tout le monde connaît le S&P 500, c'est la base. Si tu investis dans VFV, tu possèdes les 500 plus grosses machines à cash de la planète. Tu as Apple, Microsoft, Amazon. C'est sécurisant, c'est payant, mais est-ce que c'est le maximum que tu peux tirer du marché en 15 ans? Si tu es comme moi, dans la vingtaine, puis que ton but c'est la maximisation pure, tu as peut-être l'impression qu'il manque une pièce au casse-tête. Aujourd'hui, je vais te présenter le moteur caché des portefeuilles professionnels. On va parler d'un secteur qui, historiquement, a battu le S&P 500 sur des longues périodes. C'est le small cap value. On ne parle pas de penny stock risqués ou de compagnies qui vont faire faillite demain. On parle des petites entreprises profitables, ignorées par Wall Street, qui attendent qu'à exploser. Pour commencer, un small cap, c'est une entreprise que la valeur boursière se situe environ entre 300 millions et 2 milliards de dollars. Pourquoi c'est intéressant? Imagine que tu es un géant comme Apple. Pour doubler la valeur de ton action, tu dois trouver 3 trillions de dollars de nouvelles valeurs. C'est gigantesque. Maintenant, imagine une entreprise régionale de logiciels ou un fabricant de pièces industrielles qui vaut 500 millions. S'ils décrochent un contrat majeur où ils se font racheter, ils peuvent tripler de valeur en 1 an. C'est mathématiquement beaucoup plus facile pour une petite boîte de croître massivement que pour un géant qui domine déjà tout le monde. Mais attention, il y a un piège. Si tu achètes n'importe quelle petite compagnie, tu vas te brûler. Le filtre de profitabilité. C'est ici que la plupart des investisseurs débutants font une erreur. Ils achètent un indice comme le Russell 2000, au Canada c'est le XSU. Le problème, c'est qu'environ 40% des compagnies dans cet indice ils perdent de l'argent. Mais pour maximiser nos profits sur 15 ans, on veut de la qualité. On cherche des entreprises value. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles sont sous-évaluées par le marché, mais qui sont profitables. Elles ont des vrais revenus, des vrais profits, mais elles ne sont pas assez incroyables pour passer aux nouvelles. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. Parce que ces actions sont plus volatiles, le marché nous paye un rendement supérieur pour compenser. Historiquement, selon le modèle de Fama et de French, les small cap value ont généré un rendement annuel supérieur au marché large sur le très long terme. Mais regardez ce qui se passe en ce moment. Le S&P 500 est dominé par 7 ou 8 entreprises technologiques. On appelle ça la concentration du marché. Si Nvidia ou Apple y ralentissent, tout ton portefeuille y tombe. En ajoutant du small cap value, tu diversifies réellement. Tu possèdes des secteurs que le S&P 500 ignore. Des banques régionales, des entreprises industrielles, des services de santé spécialisés. Quand la technologie est plafonne, c'est souvent ces entreprises-là qui prennent le relais. Mais la stratégie, c'est de la patience. Ça ne va pas monter en ligne droite à chaque mois. Mais sur un horizon de 15 ans, c'est ce qui transforme un bon rendement en un rendement exceptionnel. Mais moi, ce que j'avais trouvé pour Disnat, parce que c'est ma plateforme sur Disnat, si t'es au Canada ou au Québec, tu veux éviter les frais de change inutiles. Fait que j'ai fait des recherches. Ce que moi j'ai choisi, c'est ZSML. C'est le ETF, le FNB de BMO qui suit le S&P Small Cap 600. Pourquoi 600 et pas le 2000? C'est parce que le S&P 600, il y a un critère de sélection strict. Les entreprises, elles doivent être profitables pour entrer dans l'indice. C'est un filtre de qualité automatique qui travaille pour toi. Les frais sont bas, 0,22%, puis c'est en dollars canadiens. Et ça te donne une exposition directe aux meilleures petites entreprises américaines. Mais au fond, le S&P 500, ça reste ton ancrage. Si tu as 25 ans, que tu veux passer au niveau supérieur, allouer une portion de ton portefeuille au small cap value comme ZSML, par exemple, c'est une décision basée sur des décennies de données financières. C'est sûr que c'est moins le fun que de parier sur la prochaine crypto ou parier sur d'autres compagnies que tu penses que ça va exploser dans les prochaines années, mais c'est comme ça qu'on bâtit une richesse durable. Il y a beaucoup de gens qui achètent le Russell 2000 en pensant que c'est acheter les petites entreprises. Mais en fait, le Russell 2000 inclut des entreprises qui brûlent du cash puis qui ne survivront pas à une hausse des taux d'intérêt. À l'opposé, le S&P 600 impose un critère de profitabilité sur les 4 derniers trimestres. Dans le fond, ça fait juste laisser passer les entreprises qui font de l'argent. Historiquement, le S&P 600 a battu le Russell 2000 de presque 2% par année sur 20 ans. Ça paraît pas beaucoup, mais sur 15 ans, c'est une différence énorme. On va prendre l'exemple de Monster.
Avant d'être le géant des boissons énergisantes dans le S&P 500, c'était une petite entreprise de jus. Si tu l'avais acheté quand c'était une small cap value ignorée, ton rendement il aurait été de plus de 100 000 %. Le small cap value, c'est l'art de trouver ces entreprises qui ont un modèle d'affaires qui fonctionne, mais qui n'ont pas encore l'attention des médias. Puis, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça si c'est si payant? C'est parce que c'est plate. Pendant que tes amis ou quelqu'un que tu auras sur Instagram ou d'autres personnes qui te parlent d'investissement, de bourse, de crypto, qui a fait 300% en une semaine, ton ZSML, il va peut-être faire moins 5% parce que les taux d'intérêt ont bougé. Ça a un nom, c'est le Tracking Error Regret. C'est la douleur de voir le marché monter alors que le secteur dans lequel tu as investi stagne. Mais c'est précisément parce que c'est dur psychologiquement que la prime de rendement existe. Si c'était facile, tout le monde le ferait puis le profit disparaîtrait. Bon, maintenant que vous comprenez pourquoi le small cap value c'est un moteur de performance, il reste une question cruciale. Comment on gère ça au quotidien? Investir, c'est un peu comme s'occuper d'un jardin. Si vous laissez faire, les mauvaises herbes vont prendre toute la place puis vos plus belles plantes vont mourir étouffées. Imaginez que d'ici 2 ans, le Bitcoin explose puis il passe de 10% à 30% de ton portefeuille. Mathématiquement, ton risque il vient de tripler. C'est là qu'intervient le rebalancement. Un pro, il tombe pas amoureux de ses actifs. Si une position devient trop grosse, on vend une petite partie pour acheter ce qui est en solde. En fond, tout ce qui est en rabais. C'est sûr que c'est contre-intuitif. On vend ce qui monte, puis on achète ce qui stagne. Mais c'est précisément comme ça qu'on force l'achat des prix bas et la vente à prix élevé, de façon systémique, sans émotion. Puis pourquoi je vous parle de ZSML sur le TSX? C'est parce que si vous achetez des ETF FNB américains en US, vous allez vous faire gruger par les frais de conversion de devises à chaque fois que vous voudrez rééquilibrer. Fait qu'en restant sur des produits cotés à Toronto, vous gardez le contrôle total. Fait que votre argent reste investi. Ça s'en va pas tout en frais de change. Puis, n'oubliez pas, dans un CELI, tout le rendement qui est en bonus, que le small cap value va générer sur 15 ans, ben c'est 100% libre d'impôt. Fait que c'est ça la combinaison. C'est une stratégie de maximisation de profit dans le meilleur produit que le Canada y offre pour la fiscalité. Si ça t'intéresse puis que tu veux en savoir plus sur mon portefeuille puis mon parcours, abonne-toi, like, ça va vraiment m'aider pour l'algorithme.